J'ai passé un mois seul en Arctique, sur la glace, moins 25 degrés, en totale autonomie. Un après-midi, alors que j'étais épuisé par la marche, tractant ma poulka d'une soixantaine de kilos, et surtout par une grippe qui ne me lâchait pas depuis le départ, mon cerveau a commencé à me jouer des tours. Des micro-décisions qui s'altèrent, un jugement qui se brouille, imperceptiblement. Dans ce silence, j'ai repensé à Maxime, un alpiniste que j'avais accompagné en préparation mentale, quelques mois plus tôt. Il m'avait raconté un moment précis sur les pentes du K2, à plus de 8000 mètres d'altitude. Et là, seul en Arctique, je faisais le lien avec ceux qu'il avait vécu. Cerveau quasiment identique, même court-circuit, décor très différent. Son histoire est une formidable leçon de leadership. Imaginez-le sur le pente du K2. Le sommet est peut-être à 3 heures, et pourtant, il commence à se demander s'il ne devrait pas redescendre. Pas parce qu'une tempête arrive soudainement, pas parce qu'un danger apparaît, mais parce qu'il sent que quelque chose est en train de court-circuiter son propre cerveau. À 8000 mètres, c'est la zone de la mort. À cette altitude, la vie humaine est en sursis. L'oxygène est bien présent dans l'air, mais la pression atmosphérique est si faible que vos poumons ne parviennent plus à le pousser dans votre sang. Pour chaque inspiration, vous ne récupérez que 30% de l'énergie normale. Il fait moins 30 degrés. Le vent est un hurlement permanent. L'air est si sec qu'il brûle les bronches. Maxime avance, un pas après l'autre. Les crampons mordant la glace. Il grimpe. La nuit précédente, il a dormi moins de 2 heures. Parce qu'à cette altitude, on ne dort pas vraiment. On s'asphyxie lentement. Ses gestes deviennent moins assurés. Sa concentration diminue. Il ne voit plus que ce qui est immédiatement devant lui. C'est ce qu'on appelle le tunnel cognitif. Maxime ne voit plus le paysage. Il ne voit plus que les 10 centimètres de glace devant ses crampons. Sa vision périphérique s'évapore. Sa clarté mentale disparaît. Et peu à peu, une question surgit. Est-ce que je suis encore suffisamment lucide pour continuer? Parce qu'à cette altitude, même un alpiniste très expérimenté peut sentir que son jugement se dérobe. Et dans ces conditions, continuer à monter peut devenir dangereux pour une raison simple. Le sommet n'est pas toujours la partie la plus risquée. La descente l'est souvent davantage. La plupart des accidents et même des décès surviennent à la descente, parce que les alpinistes ont grillé leur dernière réserve de jugement à la montée. Devant lui, la pente est raide. Le sommet est à quelques heures. Derrière lui, la descente vers le camp. Il doit prendre une décision. Continuer ou redescendre. Ce moment est particulièrement difficile pour une raison simple. Toute son équipe s'est préparée pendant des années pour cet instant. Et puis des mois d'entraînement, des années d'expérience, un investissement financier, physique et émotionnel colossal. Tout converge vers cet instant précis. Le sommet est là, presque à portée. Et c'est précisément dans ce genre de moment que beaucoup d'accidents surviennent en haute altitude. Parce que l'objectif est proche, parce que l'investissement est énorme, parce qu'il est très difficile d'accepter de renoncer. Les alpinistes ont même un mot pour cela, le summit fever, la fièvre du sommet. Cette pression intérieure qui pousse à continuer, même quand la décision la plus lucide serait de faire demi-tour. En théorie, Maxime sait tout cela. Tout a été anticipé, tout a été réfléchi. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose d'étrange se produit. Son cerveau ne fonctionne plus tout à fait comme d'habitude. La fatigue s'accumule, le froid ralentit les réactions, le manque d'oxygène brouille la pensée. Et peu à peu, sans qu'il s'en rende vraiment compte, son jugement commence à dériver. Pas une panique brutale, juste de petites altérations.
une estimation un peu optimiste, un risque légèrement sous-évalué, une décision qui, dans un environnement calme, aurait peut-être été différente. Et c'est précisément ce genre de moment qui est intéressant, parce que nous aimons tous croire que dans une situation comme celle-ci, nous resterions parfaitement rationnels, que notre expérience, notre intelligence, notre volonté suffiraient à prendre la bonne décision. Mais quand on regarde ce que dit la recherche, l'histoire est un peu différente. Un psychologue américain, George Lowenstein, a étudié ce phénomène et l'a appelé le Hot Cold Empathy Gap, le piège de la lucidité froide. L'idée est simple. Quand nous sommes dans un état calme, ce que les chercheurs appellent un état froid, nous imaginons que nous resterons la même personne dans une situation intense. Nous pensons que nos valeurs, notre raisonnement, notre lucidité resteront identiques. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque la fatigue, la peur, la douleur ou la pression apparaissent, notre cerveau change de mode de fonctionnement. Les recherches montrent que les individus prédisent très mal leur propre comportement quand ils passent d'un état calme à un état intense. Autrement dit, nous pensons nous connaître, mais dans certaines situations, nous découvrons une version de nous-mêmes que nous n'avions jamais encore rencontrée. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans le cerveau. Sous pression, une zone s'active très rapidement, l'amygdale. Son rôle est de détecter une menace et de préparer le corps à réagir immédiatement. Fuir, combattre ou se figer. Ce mécanisme est extrêmement ancien. Il a sauvé la vie de nos ancêtres pendant des millénaires. Il a cependant une conséquence directe. Lorsque l'amygdale prend le contrôle, elle provoque un véritable coup d'état biologique. Elle libère un déluge de cortisol et d'adrénaline. Et à ce moment-là, le cortex préfrontal, le PDG de votre cerveau, celui qui analyse, compare et planifie, démissionne. Il est inhibé, moins efficace et laisse les commandes aux réflexes de survie les plus basiques. Vous ne traitez plus l'information, vous la subissez. Vous ne décidez plus, vous réagissez. La pensée se simplifie, les décisions deviennent plus rapides, mais souvent moins justes. C'est exactement ce qui arrive à Maxime, là-haut sur les pentes du K2. Il est épuisé, il manque d'oxygène, la pression est immense. Son cerveau ne traite plus l'information comme il le ferait dans un environnement calme. Et pourtant, c'est précisément dans ces conditions que se prennent les décisions les plus importantes. Alors à présent, faisons un pas de côté. Remplaçons la pente du K2 par une salle de réunion. Remplaçons le manque d'oxygène par une crise financière, un conflit interne, une décision stratégique où tout se joue. Un moment où dans l'entreprise, le personnel attend une direction claire. Le décor change, mais le court-circuit biologique est strictement le même. Ce n'est pas la montagne qui crée ce phénomène, c'est la pression sur le cerveau humain. Et c'est pour cette raison que certaines professions ne comptent pas sur leur instinct. Les forces spéciales, les pilotes de chasse, les chirurgiens qui opèrent dans l'urgence, ils s'entraînent à ce qu'on appelle l'inoculation au stress. Ils savent que la lucidité sous pression n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas un don naturel. C'est une compétence qui se travaille, qui se prépare, qui s'entraîne. Au fond, le leadership ne se révèle pas dans les moments calmes. Il se révèle quand la pression monte, quand les informations sont incomplètes, quand l'environnement devient hostile, quand votre cerveau vous supplie de prendre la décision la plus facile au lieu de la plus juste. Alors une seule question. Que devient votre cerveau quand la pression monte? Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai les protocoles utilisés par les forces spéciales pour garder le cortex préfrontal allumé, même en plein chaos. Parce que vous soyez sur les pentes du K2 ou dans une salle de conseil,
le défi reste le même. Garder la tête claire lorsque tout pousse à la perdre.